Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de choses que redoute chaque employeur, les salariés un peu moins. C'est le conseil des prud'hommes. Qu'est-ce que le conseil des prud'hommes? Alors, je ne ferai pas le laïus sur comment les membres sont élus. Les prud'hommes sont des membres, des personnes comme vous et moi, qui sont soit salariés, soit chefs d'entreprise, employeurs, et qui se sont présentés, qui ont été élus pour siéger au prud'homme et pour défendre quelque part les intérêts de leurs homonymes, de leurs pairs, de défendre l'intérêt de tous lorsqu'il y a un litige. Et donc leur rôle est de statuer sur un litige, se positionner sur qui a raison, qui a tort, et éventuellement de donner des punitions, on va le dire comme ça, de réparer le préjudice subi par la victime. Si on va avoir un langage un peu plus châtié, pour les puristes, sinon je vais me faire des ennemis. Alors, le Conseil des prud'hommes est là pour établir qui subit un préjudice, qui est la victime, et qui est responsable du préjudice. Alors, je vais pas parler de coupable, je vais parler de responsable, ça ne nous appartient pas. Et de fixer donc la réparation du préjudice. Alors, le Conseil des prud'hommes, ce ne sont pas des personnes qui ont fait des études de droit. Alors, bien évidemment, ils ont des formations à suivre, on ne devient pas conseiller des prud'hommes par magie, bien évidemment, il y a un petit peu des connaissances qui sont demandées. Mais ce ne sont pas des juristes au même sens que les avocats ou les juges qui, eux, passent plusieurs années sur les bancs de la fac de droit avant de pouvoir exercer. Alors, en première instance, le Conseil des prud'hommes, je n'ai pas vraiment de schéma à mettre Ah oui, là, je vais reprendre un dessin qui se trouve sur Internet. Merci les producteurs des séries de dessins animés qui disent « dessine-moi ». Dessine-moi quelque chose, ça, c'est des petits dessins animés qui sont très très bien faits pour apprendre aux petits comme aux plus grands comment fonctionnent les choses. Moi, je les ai trouvés super, ça désacralise et c'est drôle et très efficient dans le fonctionnement. Sur nos petits cadres, on voit ici que le Conseil des prud'hommes fait partie de l'ordre judiciaire. Il est là. Il fait partie de l'ordre judiciaire qui va résoudre un conflit entre une personne morale, c'est-à-dire l'entreprise, et une personne physique, c'est-à-dire le salarié. Même si l'employeur est en entreprise individuelle, on va la considérer comme étant une personne morale pour bien faire la distinction entre l'employeur et le salarié. Le Conseil des prud'hommes est en première instance. C'est une juridiction du premier degré. Dans cette juridiction du premier degré, il va y avoir un jugement qui va être rendu. On va désigner une victime, on va établir un préjudice et on va désigner un responsable, donc on va établir une réparation. Alors attention, bien évidemment, ils ne peuvent accorder comme réparation de préjudice que maximum au montant de ce qui est demandé par la victime. Si la victime demande 2 mois de salaire, si elle pouvait en avoir 6, mais tant pis, elle aura que 2 mois parce qu'elle a demandé 2 mois. Le Conseil des prud'hommes ne va pas augmenter le préjudice plus que ce que la victime aura demandé. Donc, il faut bien, quelqu'un qui veut faire un recours devant les prud'hommes va devoir bien travailler son dossier pour bien demander sa réparation de préjudice. La première juridiction va désigner le responsable, la victime et le montant du préjudice et éventuellement une amende si d'aventure il y a eu fraude. Si l'une des deux parties n'est pas contente, ça peut être l'employeur qui dit « Ah ben non, moi je ne suis pas responsable », mais ça peut être aussi le salarié qui dit « Ah mais là, c'est pas assez, moi j'ai demandé plus ». Ou alors si le Conseil des prud'hommes s'est rangé
du côté de l'employeur en disant non, non, mais il n'y a pas eu de faute de la part de l'employeur et le conseil des prud'hommes peut débouter le salarié, à ce moment-là, il est en droit de faire appel. Donc, si le salarié fait appel, tout le monde va aller devant la juridiction du deuxième degré. C'est la cour d'appel. On fait appel. On se retrouve face à de vrais juristes. Et si le conseil des prud'hommes a jugé la faute dans l'ensemble, la cour d'appel va le juger sur le fond. Il y a le jugement sur le fond et le jugement sur la forme. Donc la cour d'appel va juger sur le fond. Elle va vérifier si le fond de l'histoire est bien en cohérence avec la loi. Et donc va aussi établir une victime, un responsable avec un préjudice ou débouter en disant il n'y a pas de préjudice. D'accord ? Donc là, c'est la cour d'appel. Là, on se retrouve en face de personnes qui ont fait des études de droit et qui vont s'appliquer à, normalement, appliquer le droit du travail, notamment. Mais pas que. Il y a aussi le code civil qui va s'appliquer. Il y a le code du travail, le code civil, le code européen. Donc, cette juridiction va statuer. Si la réponse de la cour d'appel ne convient pas, l'un des deux protagonistes peut porter l'affaire devant une juridiction dite suprême, c'est la Cour de cassation. C'est d'ailleurs la Cour de cassation qui fait la plupart de nos jurisprudences. Et la Cour de cassation va juger ça sur la forme. Elle va non pas s'attacher au fond, c'est-à-dire à l'histoire, elle va s'attacher au fait que la Cour d'appel, en rendant son jugement, a respecté la loi. Et si la Cour d'appel a respecté la loi, la Cour de cassation va dire d'accord, eh bien, on est d'accord avec la Cour d'appel a eu raison, fin de l'histoire. Et donc là, du coup, on va avoir un seul trajet. Ici, on a notre petite affaire qui est au premier degré. Hop, il y en a un qui n'est pas d'accord, on descend, tac, au deuxième degré, Cour d'appel. La Cour d'appel rend son jugement, il y en a un qui n'est pas d'accord, il va porter l'affaire devant la Cour de cassation. Si la Cour de cassation accepte, fin de l'histoire, il n'y a plus de recours. À part aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est encore autre chose. La Cour européenne des droits de l'homme, elle est supérieure à tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui y pensent. Ça génère des frais. Il faut trouver l'avocat qui est capable de plaider auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas simple. La Cour de cassation décide de casser le jugement. Elle va renvoyer la copie à la Cour d'appel en lui disant « à tel endroit, vous n'avez pas respecté la loi. Vous reprendrez une décision en respectant la loi cette fois-ci. » Elle va rendre un nouveau jugement. Si encore une fois, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, retourne devant la Cour de cassation. Et là, la Cour de cassation va dire à la Cour d'appel de rendre le jugement qu'elle a décidé, elle. À l'arrivée, c'est la Cour de cassation qui a raison. La Cour d'appel va être obligée de rendre un verdict en cohérence avec les préconisations de la Cour de cassation. Et là, fin de l'histoire. Ça ne fait pas plus de navette que ça. C'est pas comme d'autres affaires qui font le yo-yo. Là, on ne fait qu'un seul tour. Donc il y a, hop, on descend, tac, on remonte, hop, on redescend, et toc, on remonte, et c'est fini. À chaque fois que la Cour de cassation rend un jugement, à un positionnement qui est nouveau, eh bien ce positionnement va faire jurisprudence. Ça veut dire que les juges des affaires suivantes, qui auront le même environnement, le même masque, pourront s'appuyer sur ces préconisations pour rendre leur verdict. Sachant qu'une jurisprudence n'est pas rétroactive. Elle ne va agir que pour les affaires suivantes. S'il y a eu une affaire précédente qui a été jugée, terminée, rendue, et qui était dans l'autre sens que ce que préconisait la Cour de cassation, on ne peut pas rouvrir le dossier à moins d'éléments nouveaux.
mais d'éléments nouveaux concernant l'affaire, pas concernant le jugement. Hein. Lui, il a fini son tour, et il ne peut pas dire « Ah, mais il y a un truc nouveau au niveau de la Cour de cassation. Moi, je remets le sujet sur le tapis. » On ne peut pas le faire. Voilà. Autre rôle que peut avoir le Conseil des prud'hommes. Lorsqu'un salarié nuit gravement à l'entreprise, alors avant, on faisait le licenciement pour faute lourde, le licenciement pour faute grave, et puis le salarié perdait les congés payés, il perdait tout, voilà. Il n'avait que le droit de partir du jour au lendemain. Maintenant, ça s'est un petit peu assoupli. Le Conseil constitutionnel, je crois que c'est en 2016, le Conseil constitutionnel a écrit que les congés payés sont acquis aux salariés. C'est un acquis lié à ses conditions de travail. Donc même s'il fait une faute lourde, il ne perd pas ses congés payés. Ça, c'est une chose. Donc c'est terminé de se dire, eh bien, je vais perdre mes congés payés ou alors le salarié a fait une faute, on va trouver une faute que le salarié a fait, comme ça on n'aura pas à payer ses congés payés. Si, les congés payés sont acquis, quoi qu'il advienne. La différence entre la faute grave et la faute lourde, ça va être l'intention de nuire. Ça va être à la charge de l'entreprise de prouver que le salarié a commis sa faute avec l'intention de nuire à l'entreprise ou au chef d'entreprise. Bien évidemment, hein, s'il a poignardé son directeur, quelque part, il avait un petit peu l'intention de lui nuire. Donc, voilà. Mais après, le salarié qui était sous l'effet de l'ivresse ou qui s'est endormi au volant de son camion et qui a cassé le camion, ça va être une faute lourde parce qu'il a cassé le camion. Hein, il a bu, il a cassé le camion. Mais on ne peut pas parler non, ça va être une faute grave, pardon, parce qu'il a cassé le camion, mais on ne peut pas dire que ce soit une faute lourde parce qu'il va falloir prouver que le salarié avait l'intention de casser le camion. Et là, ça devient compliqué. Donc, il n'appartient pas au chef d'entreprise de faire la distinction entre la faute grave et la faute lourde. Et cette distinction, c'est le Conseil des prud'hommes qui va la poser, à la demande de l'employeur, bien évidemment. Donc, l'employeur fait son licenciement pour faute grave, voilà, et va faire une demande auprès du Conseil des prud'hommes pour que cette faute grave soit classée en faute lourde. Au niveau des indemnités de fin de contrat, etc., ça ne fait aucune différence. Hein, il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat. Le salarié, il part juste avec ses congés payés. La différence est que l'employeur va pouvoir aller au pénal, porter plainte contre le salarié si la faute lourde est retenue par le Conseil des prud'hommes. Et à ce moment-là, le chef d'entreprise pourra aller devant le tribunal d'instance ou de grande instance, ça dépend le montant du préjudice, mais si on en est là, il y a des chances que ce soit le tribunal de grande instance, ça va dépasser les 10 000 euros. Hein. Donc, le chef d'entreprise va pouvoir aller devant le tribunal de grande instance pour porter plainte contre son salarié. Sinon, il ne peut pas le faire. Enfin, je vous le schématise, hein, on ne peut pas porter plainte contre le salarié car il a fait des boulettes dans l'exercice de ses fonctions. À moins qu'il les ait fait pour s'enrichir. Mais c'est pour s'enrichir personnellement. Quelqu'un, imaginons un routier qui fait régulièrement la Hollande, l'Espagne, voilà, et qui trimballe certaines petites plantes interdites en France, voilà, pour les revendre. Donc là, et que c'est lui qui les revend pour son bonheur personnel. Par contre, si dans le chargement du camion, il y a des petits paquets qui sont revendus par l'entreprise sous le manteau, on ne pourra pas incriminer le salarié, il n'est pas censé savoir qu'il y a des petits paquets dans son camion. Voilà. Tout dépend à qui, surtout s'il n'a pas encaissé un copec sur l'histoire. Donc on ne peut pas du tout lui dire, mais qu'il est complice, parce qu'il n'a pas d'intérêt à l'être. Donc là, la notion entre la faute grave et la faute lourde, c'est que l'employeur a la possibilité de porter plainte contre le salarié dès lors que la faute lourde est reconnue par le Conseil des prud'hommes. Dans l'autre sens, parce qu'on a l'autre sens aussi, hein, dans l'autre sens, un salarié qui va être
harcelé, ou pour lequel l'employeur ne respecte pas la réglementation, ce salarié, il en a assez, il va démissionner. Du coup, il perd ses indemnités de licenciement. Mais en fait, il démissionne, mais c'est pas de sa faute. Lui, il aimerait bien, si simplement ça devient invivable pour lui. À ce moment-là, il peut, preuve à l'appui, bien évidemment, il va falloir que le salarié ait des preuves de ce qu'il avance. Mais il peut aller devant le conseil des prud'hommes, dire voilà, j'ai démissionné de telle entreprise, mais c'est au tort exclusif de l'employeur. L'employeur, il a fait ci, il a fait ça, et là, il n'a pas respecté la grille conventionnelle, j'ai pas de toilette, je peux pas aller aux toilettes, il n'y a pas de cabinet dans les locaux. Ça peut en faire partie, hein, parce que maintenant c'est une obligation d'avoir des toilettes, pas forcément hommes-femmes, mais d'avoir des toilettes pour... et encore, je crois que oui, il me semble qu'il y a une certaine obligation d'avoir 2 toilettes. Mais bon, ça, à la limite, on ne va pas rentrer dans les détails. Bref. L'employeur me fait faire des heures à tire-larigot, il ne me les paye pas. Il me refuse toujours mes congés payés, il m'empêche de prendre mes congés payés et il ne me les paye pas. Voilà. Donc, le salarié démissionne et il va demander au conseil des prud'hommes de requalifier sa démission au tort exclusif de l'employeur. Et là, s'il obtient ce qu'il demande, le conseil des prud'hommes va requalifier la démission en licenciement nul. Elle est là, mes amis. Mais alors, ça coûte cher, mais ça coûte très cher. Parce que entre les différentes punitions qu'il peut y avoir, hein, on va schématiser, entre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est le type de licenciement qui font l'objet de la grille Macron, ce qu'on appelle la grille Macron communément dans le métier, c'est-à-dire que selon l'ancienneté du salarié, il peut avoir un préjudice, un remboursement de préjudice, un paiement de préjudice équivalent à une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10, 15 fois le montant de son salaire. Ça, c'est pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et encore que maintenant, comme on a le droit à l'erreur, l'employeur a aussi le droit à l'erreur. S'il a mal formulé la raison du licenciement sur la lettre de licenciement, il a la possibilité de faire un nouveau courrier qui explique, avec des choses un peu plus détaillées, pourquoi le salarié est licencié, pour se sortir de cette cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais attention, il faut qu'il reprenne le sujet qu'il a fait pris au départ et qu'il apporte des détails, une argumentation sur le même événement. Mais il ne peut pas sortir du chapeau un autre événement dont il n'avait pas été question jusqu'à présent. Le salarié est toujours en retard et il a piqué dans la caisse. Si on essaye de le licencier parce qu'il est toujours en retard, et qu'à aucun moment on a parlé du fait qu'il est piqué dans la caisse, eh bien à ce moment-là, l'employeur ne pourra pas dire que le salarié a piqué. Ah oui, mais il a aussi piqué dans la caisse. Non, il ne pourra pas. Il faut qu'il l'ait dit dès le départ, dès le début de la procédure de licenciement. Ça, c'est le licenciement sans cause réelle et sérieuse, où il y a un barème. Par contre, quand le licenciement est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de procédure de licenciement. On trouve ça quand c'est une fin de CD, quand c'est un CDD qui se termine. Je vous présente Spartacus qui est juste derrière moi. Voilà. Quand c'est un CDD qui se termine et que ce CDD est requalifié en CDI par le Conseil des prud'hommes, ce n'est pas l'objet de la visioconférence, je ferai peut-être une autre visio à ce niveau-là, eh bien, il n'y a pas eu de procédure de licenciement, puisque le CDD s'arrêtait et le salarié rentrait chez lui. Il n'y a pas eu de procédure de licenciement. Donc, le licenciement est nul. Et bien là, dans le cadre de la démission au tort exclusif de l'employeur, c'est pareil. Le licenciement est nul parce qu'il n'y a pas eu de procédure de licenciement. Et là,
Pour réparer ce préjudice-là, Macron a dit Monsieur Macron a dit ok, eh bien c'est minimum 6 mois le préjudice, au bon vouloir du juge. Le juge peut fixer. Alors, dans les us et coutumes, c'est plutôt 1 an et demi de salaire qui viennent se cumuler aux 6 mois. Mais ça reste limité parce que le salarié va demander. Attention à ça. Le salarié doit bien faire son calcul. Et selon la gravité, le juge, il peut effectivement mettre 2 ans, 3 ans, il peut mettre une somme forfaitaire, il peut mettre 150 000 €, il met ce qu'il veut. Exit M. Macron. Ça s'est passé en 2016. En même temps que M. Macron sortit de la grille, il a aussi libéré totalement les juges sur enfin pas totalement, parce qu'il y a un minimum incompressible de 6 mois. Pour le licenciement nul, pour encourager les employeurs à respecter la loi et pour d'un peu moins s'amuser. Maintenant, la problématique est que les salariés ne connaissent pas leurs droits. Parce que je pense que si les salariés savaient, il y aurait un peu plus d'employeurs qui se retrouveraient avec un licenciement nul occasionné par une démission au tort exclusif de l'employeur. Si tant est que les salariés puissent se défendre. Parce que l'aide juridictionnelle, elle est pas très lourde. Et puis, dès lors qu'on gagne un peu sa vie, c'est vrai que quand on gagne le SMIC, on n'a quasiment plus d'aide juridictionnelle. Donc, je vous encourage, chers auditeurs, je vous encourage à prendre une assurance protection juridique qui maintenant couvre très bien les dépenses de prud'homme. C'est pas grand-chose, c'est entre 50 et 70 € par an, et ça vous couvre ça vous permet d'aller vous défendre devant le Conseil de prud'homme si vous en avez le besoin. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question sur ce qui est le Conseil des prud'hommes. Merci à nos conseillers des prud'hommes de veiller sur nous et de veiller, Vraiment, ils ont de la patience parce que souvent les histoires qu'on vient leur raconter, elles sont pas glop du tout. Et c'est quand même, je dirais, un certain courage de tenir ces postes-là et j'en profite pour les remercier. Voilà. Alors surtout, vous n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez, sollicitez-moi, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.